une approche en économie, l'économie institutionnaliste par rapport à l'histoire de l'ESS. Et généralement, quand on parle d'histoire de l'économie sociale, il n'y a pas d'économistes ou très peu. Ce matin fait exception parce qu'on a commencé avec Damien Rousselière qui est économiste et Amélie Artis qui est également économiste. Du coup, c'est sans doute un tournant dans l'approche de l'économie sociale. Et quand on est économiste et qu'on travaille sur l'histoire de l'économie sociale, on se heurte souvent à une série de remarques et de critiques. C'est pourquoi un économiste s'intéresserait d'abord à l'économie sociale. L'économie se serait détachée des enjeux sociaux, de la question sociale ou autre. Pourquoi un économiste s'intéresserait en plus à l'histoire de l'économie sociale, sachant que l'économie se veut comme une science dure, ahistorique, atemporelle. Et ensuite, pourquoi un économiste, dans certains cas, s'appuierait en plus sur des méthodes qualitatives, par exemple des archives ou autres, alors que d'habitude, les économistes, on pense qu'ils font simplement des modèles mathématiques ou des statistiques. Et pour comprendre ce type de remarques que j'ai eues, mais que d'autres collègues économistes ont sans doute eues, du coup, voilà, je vais situer rapidement mon propos. Je termine aujourd'hui une thèse en économie dans un laboratoire à Lille. J'ai été chargé de mission à l'Institut Godin, du coup, comme une association située en Picardie. Et au cours de ces années, j'ai mené différentes recherches autour de l'économie sociale. J'ai d'abord travaillé dans mes mémoires sur l'histoire des idées coopératives dans le premier XXe siècle, chez des auteurs socialistes ou néolibéraux dans l'entre-deux-guerres. Et arrivé en Picardie, j'ai commencé à aller voir les archives et j'ai commencé à travailler sur des coopératives et des associations en Picardie. Avec d'autres collègues, j'ai mené des recherches sur l'Union coopérative de Lille, par exemple, avec le collectif Samson, ou sur Jean Jaurès ou autres avec d'autres collègues, et je m'intéresse à des mutations plus contemporaines. Et par rapport à ces différentes recherches, il y a une interrogation sur les rapports entre économie sociale et histoire économique, et économie tout court. Et j'aimerais rebondir sur une remarque de Timothée Duverger en introduction qui disait « Il faut une approche institutionnaliste de l'histoire de l'économie sociale, retrouver la source instituante face au pouvoir institué. » Et je pense que l'économie institutionnaliste peut apporter des éléments de réponse par rapport à ça. Pour comprendre pourquoi l'économie sociale a été marginalisée, l'histoire de l'économie sociale a été marginalisée dans la discipline économique, ce matin, on est revenu sur comment les savoirs coopératifs ont été marginalisés dans la discipline économique au XXe siècle. Et on voit qu'aujourd'hui, l'économie sociale a quasiment totalement disparu de la pensée économique. Et pour ceux qui ne sont non économistes, il faut s'imaginer que la discipline économique est un champ de bataille à la fois institutionnel, intellectuel et idéologique entre deux grands camps. Le camp de ce qu'on appelle les hétérodoxes, qui sont minoritaires et marginalisés, dans lequel on retrouve des institutionnalistes, des marxistes, des hayékiens, plein de courants des post-keynésiens ou autres, et un courant dominant dans lequel on retrouve les néo-keynésiens, des néoclassiques, l'économie expérimentale. Et tout ce courant dominant a totalement marginalisé l'histoire et, en plus, l'économie sociale. Du coup, une double marginalisation de l'histoire de l'économie sociale dans la discipline économique, à la fois marginalisation de l'économie sociale comme objet. Pour beaucoup d'économistes, soit ça n'existe pas, soit ce n'est pas l'objet des économistes, soit l'économie sociale, ce serait simplement une économie caritative avec des bénévoles. C'est un cliché clairement qui existe dans la discipline, malgré un poids historique important, malgré la place de l'économie sociale et de la pensée coopérative dans l'histoire de la pensée économique. Et l'histoire est aussi aujourd'hui largement délaissée par les disciplines économiques et c'est d'autant plus compliqué que l'économie sociale est aussi délaissée par les historiens. Du coup, bon, les économistes se retrouvent un peu désemparés face à ça. Néanmoins, il y a un renouveau aujourd'hui de l'économie hétérodoxe en France, autour de courants comme la socio-économie, l'économie de convention ou autres, et quelques économistes s'intéressent à l'économie sociale et solidaire. J'ai mis 2 ouvrages récents qui ont été publiés sur l'ESS. Et il y a quelques rares, mais très très rares économistes qui s'intéressent un peu à l'histoire de l'économie sociale, comme Daniel de Montmoussier ou d'autres auteurs, ou comme ce matin, on a vu aussi des exemples. Et ces auteurs-là sont plutôt ancrés dans une approche qu'on appelle l'économie institutionnaliste. Et ce courant économique est sans doute le plus à même de dialoguer avec l'histoire, de dialoguer avec les historiens et de s'intéresser à l'histoire de l'économie sociale, parce que l'économie institutionnaliste accorde une importance fondamentale à l'histoire et aux politiques pour comprendre les dynamiques économiques. L'économie institutionnaliste se considère non pas comme une science dure, mais comme une science sociale ancrée dans les sciences historiques. Ils accordent de l'intérêt aux règles, aux institutions,
il privilégie un pluralisme méthodologique qui permet une ouverture vers les archives ou autres. Et il s'intéresse à la diversité des capitalistes, des organisations, des institutions, ce qui permet une ouverture vers des objets comme l'économie sociale. Du coup, quand on est économiste institutionnaliste, quand on s'intéresse à l'économie sociale, on cherche à comprendre quelles sont les spécificités des règles de l'économie sociale, que ce soit des organisations, des institutions, quels sont leurs rapports à d'autres arrangements organisationnels et institutionnels, comme l'État et le marché. Et dans une perspective historique, on s'intéresse à la genèse et l'évolution de ces règles, en les resituant dans leur matrice institutionnelle, c'est-à-dire que généralement, on essaye de comprendre l'économie sociale dans les configurations institutionnelles du capitalisme. Du coup, on fait des jeux d'échelle entre niveau micro, méso et macro. Et c'est une des difficultés, c'est que les économistes, on est peu formés aux méthodes qualitatives et encore moins aller dans les archives. Du coup, ce matin, on a eu des retours d'expérience par rapport à ça, mais du coup, c'est un enjeu pour les économistes institutionnalistes de retourner aux archives, ce qui existait dans les années 30. Et pour illustrer un peu comment, comment j'ai essayé de penser mes études de cas ou autres, c'est comment on peut théoriser de manière historique la spécificité de l'économie sociale, la spécificité des associations, des entreprises et comment on a des organisations de l'économie sociale qui sont des systèmes de règles particuliers. Et du coup, voilà, c'est un exemple discutable, mais pour comprendre comment, à partir de l'histoire, on essaye de comprendre la genèse et l'évolution de règles à différentes échelles et comprendre ce qui fait la spécificité de l'économie sociale et ses rapports avec d'autres organisations. Généralement, quand on est économiste institutionnaliste, on croise les échelles d'observation. On peut s'intéresser aux organisations au niveau micro, comment c'est un système de règles original, par exemple, comme Saint-Claude, voilà, on voit le rapport au territoire, aux acteurs, on a un système de règles original qui s'intègre dans des niveaux méso, territorial, sectoriel, par exemple le secteur de la consommation, et macro. Et du coup, dans quelle mesure on a des grandes configurations historiques de l'économie sociale. Et les règles macro, par exemple des politiques, des statuts, conditionnent les règles dans les organisations, mais ces organisations contribuent aussi à transformer les règles supérieures. Et du coup, on peut comme ça analyser les évolutions historiques depuis 2 siècles de l'économie sociale. Et rapidement, une application, il me reste 4 minutes. Je me suis intéressé, notamment en Picardie, à 3 études de cas. Le familistère de Guise, qui est relativement connu, une expérience fourriériste qui émerge au milieu du 19e siècle et qui continue jusqu'en 1968. Je ne vais pas revenir dessus. La deuxième, c'est l'Union coopérative d'Amiens. Aujourd'hui peu connue et pourtant très importante à son époque, c'est une coopérative de consommation créée en 1892 par les syndicats d'Amiens. C'est une coopérative syndicale où il fallait être syndiqué pour être adhérent à la coopérative et les syndicats élisaient des délégués qui géraient la coopérative. On l'appelait l'école d'Amiens ou école syndicale. Elle perd son modèle syndical à la veille de la Première Guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres, elle se développe, elle devient une société de développement et absorbe différentes sociétés dans la Somme puis en Picardie et devient la 3e plus grande coopérative de consommation de France. Elle continue jusque dans les années 60-70, devient les coopérateurs de Picardie. Elle surmonte, c'est une des 5 sociétés qui ne s'effondre pas avec le reste du mouvement coopératif et en 1990, elle fusionne avec les coopérateurs de Normandie pour devenir les coopérateurs de Normandie-Picardie et le groupe Coop. Aujourd'hui, on peut se demander ce que le groupe Coop a encore de coopératif, mais on pourra en discuter éventuellement. Du coup, c'est une de mes études de cas. Le deuxième, c'est les Ateliers de la Bergerette. C'est une association qui émerge à la fin des années 1960 dans la lutte contre la faim dans le monde, plutôt proche de réseaux tiers-mondistes et catholiques, et qui récupère des déchets pour financer des projets de solidarité. Ils vont progressivement se spécialiser dans la récupération des déchets, un peu comme Emmaüs, et prendre un tournant autogestionnaire alternatif. Et en 1984, il crée les Ateliers de la Bergerette, qui sont considérés comme la première recyclerie et ressourcerie de France. Et c'est à la Bergerette que les politiques publiques vont financer la Bergerette pour conceptualiser dans les années 90-2000 le concept de ressourcerie et de créer le premier réseau des recycleries et ressourceries, d'abord en Picardie-Normandie, puis de partout en France. Du coup, on a 2 modèles où on voit comment ils se diffusent. Et du coup, voilà, c'est des exemples particuliers avec des jeux d'acteurs, des territoires spécifiques, et on peut essayer de les resituer dans les grands compromis institutionnels de l'économie sociale en France. Et de cerner, par exemple, dans un compromis, par exemple, au XIXe siècle, ce que j'ai appelé, mais d'autres auteurs aussi, le compromis libéral d'économie sociale, certains modèles organisationnels dominants, comme le modèle de l'association fourriériste. Et si on prend
Par exemple, le cas de l'Union coopérative d'Amiens, on peut regarder comment les règles organisationnelles sont influencées par les règles sectorielles, les règles territoriales, par le compromis, ce que j'ai appelé à l'époque compromis républicain d'économie sociale, les lois qui se mettent en place, les compromis sociaux au niveau national. Et pour lire l'histoire des coopératives de consommation, les institutionnalistes peuvent peut-être apporter des clés de lecture complémentaires. Déjà, Claude Viennet avait parlé à l'époque de compromis institutionnalisés à propos du secteur coopératif autour de lois, statuts. Quand on est institutionnaliste, on considère que dans la première moitié du XXe siècle, le régime d'accumulation du capitalisme, on a un régime d'accumulation intensif sans consommation de masse. C'est-à-dire qu'il y a des gains de productivité, la seconde industrialisation, on produit de plus en plus, mais la consommation reste limitée. Ce qui est à l'origine de contradictions, et notamment de la crise de l'entre-deux-guerres. Et on peut voir les coopératives de consommation comme une réponse micro-organisationnelle et méso à ces contradictions de production de masse sans consommation de masse, en permettant une démocratisation de la consommation. Et du coup, alors, on peut avoir quelques hypothèses comme ça, ou pareil, sur l'effondrement des coopératives de consommation dans les années 80, généralement, on a une lecture très organisationnelle et sectorielle. Banalisation des règles coopératives, qui a la révolution de l'hypermarché et ainsi de suite, mais aussi on peut avoir peut-être des lectures plus institutionnelles en se disant que c'est bizarre qu'en 1984-83, c'est aussi le tournant néolibéral en France. Comment se fait-il que ce colosse au pied d'argile s'effondre sans sauvetage de l'État, en tout cas, voilà, c'est des hypothèses où on peut avoir d'autres lectures par rapport à ça. Du coup, une lecture assez politique, sans doute, par rapport à ça. Juste pour conclure en une minute, quand j'ai écouté la présentation ce matin, je voulais faire un petit clin d'œil aux communautés utopiques américaines, parce que le fameux mystère de Guise, du coup, Jean-Baptiste André Gaudin avait investi un tiers de sa fortune dans Réunion, une colonie fourriériste près de Dallas, qui va clairement influencer les règles qui vont être mises en place au fameux mystère de Guise. Et l'Union coopérative d'Amiens, les fondateurs de l'Union coopérative d'Amiens sont des syndicalistes, socialistes, souvent au Parti ouvrier socialiste et révolutionnaire, et sont aussi dans une sorte de secte, les Chevaliers du Travail, qui sont très implantés à Amiens, les Knights of Labour, qui ont développé un chantier qui vont être un lieu de diffusion des règles coopératives en France, et qui s'inspirent du coup, par une ruse de l'histoire, de pratiques associationnistes qui vont aller aux États-Unis, revenir, enfin bon, voilà, c'est assez drôle par rapport à ça. Et du coup, l'enjeu de cette présentation, c'était aussi de pousser à des collaborations et des dialogues entre économistes et historiens qui sont possibles seulement s'il y a un pluralisme et une possibilité qu'en économie, on puisse encore faire de l'économie sociale ou s'intéresser à l'histoire de l'économie sociale, et pour des jeunes ou moins jeunes chercheurs, qu'on puisse tout simplement faire de la recherche, ce qui devient aujourd'hui plus possible. Donc voilà, les perspectives pour l'histoire de l'économie sociale, pour moi, sont assez bouchées pour l'instant. Voilà, merci, au revoir. Au revoir. Merci.